Bona tarda, buenas tardes y welcome. Bienvenue. Nous venons de voir l'œuvre vidéo, il y a peu de monde qui le sait, de l'artiste portugais Ian Capilé, créé en 2024, qui propose que la relation intime entre la lumière du soleil et les feuilles des arbres est aussi photographique. La couleur verte est produite car le spectre vert de la lumière est reflété de retour car il n'est pas utilisé dans le processus de photosynthèse des plantes. Il se demande quelles histoires raconte cette lumière. Il s'agit de l'une des 5 œuvres qui composent la sélection de la 6e édition de Materia Bosque, qui célèbre la force poétique des arbres. Cette année, nous célébrons la 13e édition du RCR Programme ouvert, organisé par la Fondation RCR Bunca et qui, depuis 2019, est co-organisé par l'Ordre professionnel des architectes de Catalogne. Cette conférence bénéficie du soutien particulier spécial du cercle Gespromat. Le partage est le thème de l'édition de cette année et le partage s'entend comme une manière de communiquer qui permet de profiter des forces, des connaissances et des expériences de chaque membre de l'équipe, de l'engagement, la confiance et la satisfaction personnelle et collective. Il génère des projets, des produits ou des services de plus grande qualité, compétitivité et pertinence sociale. Aujourd'hui, nous avons parmi nous Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal qui parleront de l'espace libre dans le sens de créer avec ce qui existe déjà. Ils donnent ainsi la possibilité de faire plus avec moins, car transformer l'existant est généreux, économique et écologique. Ils partagent leurs pratiques depuis qu'ils ont fini leurs études à l'école d'architecture de Bordeaux en 1980 et ils ont développé une partie importante de leur carrière dans le domaine de l'urbanisme. Il faut souligner également leurs années au Niger depuis la fin de leurs études jusqu'en 1985. Ces débuts marqueront le regard qui a été par la suite transmis à des étudiants du monde entier à travers leurs cours en tant que professeurs invités dans plusieurs universités européennes et aux États-Unis. Ils ont été récompensés par de nombreux prix, dont le Pritzker d'architecture 2021. Nous invitons maintenant le journaliste culturel et auteur du livre Paroles de Pritzker, M. Ledzermosh, à partager ses réflexions pour encadrer un petit peu plus la conférence d'aujourd'hui. Merci. Bonsoir. Bonsoir, je suis ici pour présenter Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, ce qui est parfaitement innécessaire car leur travail est très intéressant et très probablement vous le connaissez déjà. Quels architectes nous intéressent plus maintenant? Je pense que ceux qui envisagent l'architecture comme une manière de faire face à deux des principales urgences qu'il existe dans le monde, l'urgence climatique et l'urgence du logement. C'est pour ceci que nous pouvons dire qu'il ne faut pas présenter un cabinet comme un architecte qui excelle dans ce domaine depuis longtemps. Et c'est pour cela aussi que je dis qu'il n'est pas nécessaire de présenter les différentes œuvres faites par des architectes
dans le contexte des commandes de l'Institut Balear du logement ces dernières 5 années. Et il ne faut pas donc présenter M. Lakato et Mme Malakato et M. Vassal parce qu'ils ont été bien distingués dans ce domaine et qu'en plus, ils ont un parcours de plus de 40 ans depuis qu'ils ont ouvert leur cabinet en 1987 et sont donc des pionniers absolus dans cette manière d'envisager l'architecture. Il n'est pas nécessaire donc de présenter Lakato et Vassal, mais il sera peut-être utile de rappeler ce qui, à mon avis, sont des éléments déterminants de leur parcours. En particulier, je vais mettre l'accent sur 5 faits que j'ai pu identifier à partir de mes conversations avec eux, ensemble ou de manière individuelle. Le premier élément concerne leurs origines familiales. Jean-Philippe était le fils d'un ingénieur météorologue et sa maman créait des vêtements. Ceci le rapprochait de la question climatique et des vêtements. Les vêtements que nous pouvons considérer comme la première habitation occupée par l'être humain. La grand-maman, la grand-mère d'Anne était une fermière et ceci lui donnait une conscience très proche de la nature et tout ce que ceci entraîne. Anne a grandi dans une culture dans laquelle rien n'était rejeté et tout pouvait être réutilisé. Nous pouvons dire que ces caractéristiques familiales ont cheminé déjà Jean-Philippe et Anne vers l'architecture qu'ils ont créée par la suite. Le deuxième élément déterminant dans le parcours de Lakato et Vassal, nous devons aller le chercher en Afrique. Après la fin de leurs études d'architecture à Bordeaux, Jean-Philippe est parti 5 ans au Niger. Il ne voulait pas faire le service militaire et l'État français lui a offert une alternative en séjour de 5 ans pour faire un service civil au Niger. Anne l'a accompagné de manière intermittente et en Afrique, tous les deux ont reçu une formation complémentaire par rapport à la formation académique dans un endroit avec beaucoup de précarité, avec une pauvreté extrême également, un climat extrême, et tout était extrême, y compris les contrastes. En Afrique, il travaillait surtout à l'urbanisme rudimentaire dans un contexte de désertification. Il y avait des nomades qui vivaient à l'extérieur des petites implantations et il fallait rendre ces implantations viables. Il fallait donc y créer des puits ou d'autres services. Il fallait organiser minimum la vie collective. Il n'y avait pas beaucoup de théorie pour ce type de travail, ni beaucoup de ressources, mais on pouvait faire des choses avec leur motivation et leur pragmatisme. Tout comme les habitants de la région, avec beaucoup de simplicité, avec cette intelligence naturelle, avec une attitude proactive et créative, où rien n'était gratuit parce que chaque geste répondait à l'instinct de survie. Là-bas, on tirait profit du manque de ressources. Rien n'était gaspillé. L'architecture devenait donc une manière d'obtenir la meilleure performance avec très peu de ressources. Ceci, d'après Lakato et Vassal, rapproche l'architecture de la poésie qui, avec un minimum de mots, donne un sens maximal. Ils ont également réaffirmé en Afrique l'idée du recyclage parce qu'ils ont constaté que ce qui était rejeté en Europe, en Afrique, était utilisé pour d'autres usages. Ceci voulait dire que les matériaux anciens pouvaient être adaptés pour remplir de nouvelles fonctions. Et tout ceci est ce qu'ils ont continué à faire lorsqu'ils sont rentrés en Europe, mais bien sûr, évidemment, d'une autre manière. Nous arrivons ainsi à notre troisième élément déterminant, une question qui, à mon avis, est cruciale. À leur retour en Europe, comment allait-il traduire tout ce qu'ils avaient appris en Afrique? Ce troisième élément est celui de la traduction des connaissances et tout ce qu'ils avaient donc appris en Afrique. La manière de faire cette traduction, on peut la constater déjà chez la maison Latapi, construite entre 91 et 93, avec des matériaux atypiques plus propres d'une serre que d'un logement conventionnel. L'Afrique avait donné à ces deux architectes la liberté et la facilité pour laisser derrière eux les conventions, y compris les conventions architecturales. Donc, construire une maison près de Bordeaux avec des matériaux de serre, pourquoi pas? Surtout
Si nous considérons qu'on gagnait de l'espace, on pouvait bien profiter des ressources climatiques naturelles et en plus, elles étaient moins chères. Lacaton et Vassal avaient appris que la sélection des matériaux ne devait pas être prioritaire. Les matériaux, des fois, on les choisit parce qu'ils sont économiques, solides et sont capables d'interagir avec le climat. Le quatrième élément déterminant concerne le fait de travailler en France dans un contexte construit préexistant. Par conséquent, il ne s'agissait pas toujours de construire à partir de zéro, mais souvent il s'agissait de transformer ce qui était déjà construit. Voici donc le quatrième concept, la transformation. Le logement de Cap Ferret, construit entre 1993 et 1996, est un bon exemple parce qu'elle répond à la question suivante. Comment construire dans un bel environnement, dans une parcelle où il y a 50 arbres sans en couper aucun? Le défi de Lacaton et Vassal était de toujours améliorer ce qu'ils rencontraient là où ils allaient construire, mais tout en reformant et en mettant à profit les matériaux et en évitant, si possible, de démolir. Ceci nous mène au cinquième et dernier élément déterminant qui est très lié à la transformation, mais à grande échelle. Par exemple, voilà, c'est les blocs de logement de Lacaton et Vassal, comme les logements sociaux à Bois-le-Prêtre à Paris, et surtout la transformation de la Cité du Grand Parc à Bordeaux, une œuvre que l'administration publique avait considéré de démolir pour construire un nouvel immeuble, et où Lacaton et Vassal ont proposé entre 2011 et 2016, pour un prix plus économique, d'agrandir les appartements préexistants avec une sorte de fossé de 3 mètres de profondeur qui entourait tout le bâtiment pour offrir aux habitants plus de mètres carrés, plus de lumière naturelle, meilleure ventilation et plus de confort. Et tout ceci, pourquoi? Eh bien, parce que Lacaton et Vassal croient qu'en démocratie, tout le monde a droit à un logement digne et qu'une architecture digne doit privilégier ce droit au-dessus de l'expression formelle. Le principe de la non-démolition était déjà présent à Cap Ferret, mais dans la Cité du Grand Parc, ce principe est devenu un manifeste. Ce que Lacaton et Vassal nous ont dit avec ces œuvres, c'est que l'architecte ne doit pas dégrader ce qui existe déjà, mais il doit améliorer ce qui existe déjà. Lacaton et Vassal se définissent souvent en tant que stratègues de ce qui est essentiel, c'est-à-dire leur architecture a pour but d'améliorer la qualité des logements. Avec peu de ressources, d'après eux, on peut obtenir plus d'espace et d'une meilleure qualité en utilisant les moyens constructifs indispensables sans plus. Parce que le confort et le luxe spatial ne devraient pas être le privilège de quelques-uns. Ils doivent être également à la portée de ceux qui ont le moins de ressources. Et voilà tout. Pour ma part, merci pour votre attention. Je vous laisse maintenant avec Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal qui vous expliqueront bien mieux que moi ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et merci. Thank you for your. Sorry, we will continue in English. Nous nous excusons, nous allons continuer en anglais. Thank you for this introduction. Merci Thank you for your invitation cette introduction et merci pour cette invitation à Olot. Ah, en France. En français? Oh, ok. Ah, ok. Ça, c'est plus difficile. En français, c'est OK alors. Donc, merci beaucoup pour cette invitation à Olot, que
que nous découvrons. Nous découvrons cette région qui a l'air très très belle. Le film qu'on a vu était très, très beau. Il explique bien cette relation avec la nature, la lumière, la nature, les arbres, les feuilles. Et ça me rappelle quelques mots d'un architecte argentin, Emilio Ambaz. Je crois qu'il disait à peu près ça. Si la nature était parfaite, on n'aurait pas besoin de maison. Les feuilles des arbres nous protégeraient de la pluie et du soleil. Il y aurait des courants d'air frais dont on profiterait, qui traverseraient les forêts. On pourrait se baigner dans les rivières. La nature n'est pas tout à fait parfaite. Et donc on a besoin de faire quelques constructions. Mais toujours, je crois qu'il est très important de se référer à cette nature, d'être très très proche d'elle et peut-être d'élargir le champ de la nature à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui existe, tout ce qui est déjà là. Comment on fait avec ce qui est déjà là. Donc on va essayer de montrer quelques projets qui décrivent ce travail et cette proximité avec l'existant, avec tout ce qui nous entoure, avec la vie. Parce qu'on voit bien à travers la nature que les arbres, que les feuilles, que les fleurs ont besoin de temps pour pousser et il faut travailler avec ce temps, avec cette vie qui a existé et qui va continuer. On voudrait parler d'espace, de free space ou d'espace libre. L'espace libre, c'est un espace qui n'est pas contraint, c'est l'espace qui est sous les pilotis, c'est l'espace des balcons et des jardins d'hiver, c'est l'espace sur les toitures accessibles, c'est une sorte d'espace plus profond qui n'existe pas souvent dans les plans standards parce qu'il est considéré comme trop profond ou sans utilité. L'espace en plus, l'espace libre, qui rend l'espace programmatique plus fluide, plus aisé et moins cher. L'espace libre du programme, parce que c'est pas seulement le programme qui doit définir les pièces et les espaces. Je crois qu'on peut travailler encore mieux avec la qualité des espaces qu'avec la définition programmatique des espaces, qui permet d'éviter la question d'une fonction définie. L'espace libre qui essaie de jouer avec les règles et les règlements. L'espace libre, celui qui n'est pas forcément demandé, mais qui finalement va devenir indispensable. L'espace qui est créé en plus, mais qui ne coûte pas plus. C'est l'espace aussi qui ne coûte rien. Donc l'architecture, elle doit créer de la liberté et pas de contraintes. Elle doit offrir des possibilités de bouger, d'approprier l'espace et de la possibilité d'interpréter les espaces. L'espace généreux invite l'habitant à créer des relations, à approprier l'espace, à inventer des usages, en ajoutant des capacités pour un maximum de liberté d'usage, en multipliant l'espace en multipliant le sol pour inventer des espaces, en élargissant et étendant les espaces, en créant de l'espace en plus, libre de toute fonction, de façon à multiplier les usages. Il s'agit de construire le plus possible d'espaces libres
autant que l'espace qui est demandé et avec le même budget. Donc l'espace libre, c'est un espace en plus. En revenant à ce dont vous parliez sur l'Afrique, il nous paraissait important de retrouver des gestes simples, comme planter des branches dans le sable, comme replier ou courber ces branches pour fabriquer une forme, pour entourer avec des tissus de paille, pour faire des murs, pour recouvrir avec une paille plus fine qui va permettre à l'eau, à la saison des pluies, de s'écouler et d'éviter de rentrer dans la paillote. Un premier projet au Niger, au milieu, une paillote qui fait à peu près 6 mètres de diamètre, tout autour une clôture, à l'intérieur duquel on a quelques pierres sur lesquelles on peut faire la cuisine, et à l'extérieur, 9 branches qui montent et qui sont recouvertes par une toiture et qui permet de faire de l'ombre. Ça, c'était la maison qu'on a construite à Niamey, à peu près à une vingtaine de kilomètres de la ville, avec la vue sur le fleuve Niger. Il a fallu à peu près 6 mois pour trouver précisément le site. Il a fallu 2 jours pour la fabriquer avec les gens du village. Et le vent a mis à peu près 5 ans pour la détruire. C'est un très très beau souvenir et on y pense souvent. Construire double. Ça, c'est la maison La Tapie. Donc un de nos premiers projets, un couple qui ne savait pas trop ce qu'était un architecte et nous qui ne savions pas trop ce qu'était un client. Et essayer, plutôt qu'une maison standard, de faire une maison extrêmement économique, mais qui est 3 fois plus grande qu'une maison standard. Et donc, une aventure qui a duré 1 an avec eux pour fabriquer cette maison qui ne ressemble pas vraiment à une maison, qui ne ressemblait pas à une maison pour eux, mais qui finalement a répondu à leurs besoins et à leurs envies. Ces relations intérieures, extérieures, la relation entre l'espace habitable et l'espace de la serre, qu'on pourrait dire non habitable, mais dont on s'aperçoit que finalement l'espace non habitable, dans la réalité, il est habité 10 fois plus que l'espace soi-disant habitable, ce qui fait réfléchir à la question de règlement, de réglementation ou de chauffage. Une maison sur 2 niveaux et qui maintenant était construite, ça fait 40 ans 30 ans. 30 ans. Depuis la rue, elle peut s'ouvrir ou se fermer. Il s'agit aussi de construire avec ce qui existe. Au Cap Ferré, il y a le bassin d'Arcachon, cette grande étendue d'eau très très belle dans laquelle on peut pêcher les huîtres. Généralement, sur le bord du bassin d'Arcachon, ce sont des terrains assez privilégiés et quand on construit, on commence par couper les arbres, ensuite on aplanit la dune de sable et on construit la maison. Et là, précisément, sur ce terrain, sur lequel il y avait une 50aine de pins qui montaient très haut, à 25-30 mètres de hauteur, et une dune de sable avec une forme très, très intéressante et très particulière, on s'est dit de suite qu'il n'était pas possible de couper le moindre arbre, la moindre branche, le moindre buisson, et qu'il n'était pas possible de changer la forme de la dune de sable. Donc voilà le plan, les points noirs, ce sont les arbres, et la maison vient s'installer dans ce système. Des fondations par micropieux qui font que les racines sont vraiment précisément évitées pour éviter d'abîmer les arbres. Et la maison vient se placer un peu en suspension
à 4 mètres à peu près d'une dune de sable, ce qui fait que sa forme n'a pas été bouleversée et qui permet de continuer à passer dans le terrain, sous la maison, pour y accéder. Donc ça, ce sont des images du début de la construction où on voit effectivement comment tout d'un coup, il y a deux systèmes qui se mélangent, la nature existante avec ses racines, ses branches, et puis une sorte de deuxième système qui est un système fait de poteaux, de poutres métalliques et qui vient s'insérer avec la forêt existante. Il était important que quand on passe sous la maison, on n'ait pas l'impression de passer sous une sorte de masse noire, et donc on pensait que la lumière du soleil qui se réfléchissait sur le bassin d'Arcachon allait ensuite venir de bas vers le haut pour éclairer la sous-face en aluminium ondulé et qui allait permettre de répercuter la lumière venant du bassin d'Arcachon. Ce qui fait qu'à marée basse, c'est plutôt une teinte jaune et à marée haute, c'est plutôt une teinte bleutée. À l'intérieur, on retrouve les arbres, là entre la salle de bain et la chambre. Les arbres continuent à bouger avec le vent légèrement. On n'a jamais conscience que ce sont les arbres qui bougent parce qu'ils sont assez gros et massifs. On a toujours l'impression que c'est la maison qui bouge. Et ça donne cette vue absolument extraordinaire dans laquelle on participe jusqu'au bout, jusqu'au fond, au fond du bassin d'Arcachon. Il faut construire avec l'existant. Faire avec l'existant, on a vu avec la nature, c'est presque une évidence. Ça l'est un peu moins quand on travaille sur des matières qui, d'une certaine façon, sont un peu aussi rejetées, parce que elles se trouvent souvent dans les banlieues des villes. C'est comme ces grands quartiers d'habitation qui ont été construits, et pourtant, il n'y a pas si longtemps, il y a 50 ans, 60 ans, et qui sont déjà des sujets de rejet, de mauvaise appréciation. Et donc c'est un sujet qui, depuis le début des années 2000, nous a beaucoup motivés, beaucoup mobilisés de faire avec ces blocs, ces quartiers modernes qui sont dans les banlieues des villes et qui sont aujourd'hui le plus souvent question à des projets de démolition. C'est-à-dire, dans les villes aujourd'hui, un des plus grands sujets est de dire qu'est-ce qu'on fait avec ces quartiers-là. Et très souvent, la première idée, la première solution qui est avancée est de dire on va démolir et on va reconstruire. Donc en France, dans le début des années 2000, ça a été aussi un sujet très important au point que l'État a créé une énorme structure qui est l'Agence nationale de rénovation urbaine et dont le travail qui était largement financé et dont l'objectif était d'opérer la démolition de plus de 200 000 logements, principalement autour de Paris, mais dans toutes les banlieues des villes, et de les reconstruire pour à peu près l'équivalent. Donc avec des énormes budgets. Donc avec un ami, Frédéric Druot, on s'est dit qu'il fallait étudier ce sujet-là, qu'on ne pouvait pas accepter que cette architecture moderne, qui n'est pas au bout de sa vie, puisse être comme ça condamnée avant même de comprendre ce qu'elle a apporté, ce qu'elle fait encore, et voir s'il n'y avait pas des alternatives beaucoup plus positives que la démolition qui est extrêmement douloureuse. C'est une violence, la démolition, notamment pour ceux qui habitent dans ces quartiers-là, parce que c'est une façon de leur dire « là où vous habitez, c'est rien, et donc vous n'êtes pas grand-chose ». Donc on a travaillé beaucoup sur ce sujet en regardant les bâtiments qui étaient prévus à la démolition, en analysant les budgets, les raisons, souvent pas de raison d'ailleurs, qui étaient données. Et donc on a travaillé sur des projets alternatifs avec l'idée de transformer, agrandir,
était toujours mieux que de démolir et reconstruire, et donc avec ici des comparatifs de coûts donc, qui étaient issus d'études très sérieuses qu'on a fait sur ces quartiers-là. Donc avec un tiers, eh bien, on pouvait transformer et ne pas démolir. Et donc on a produit à l'époque ce livre qui a été publié à Barcelone, parce que c'était pas évident en France de faire passer un discours qui était tellement à l'envers de la politique nationale. Et ce livre, en fait, étudiait très précisément l'histoire de ces bâtiments. Pourquoi, en fait, partant de cette idée généreuse, en fait, de produire du logement de masse moderne qui pouvait amener à tous ceux qui avaient des logements très modestes une vie meilleure. Pourquoi est-ce que 50 ans après, on arrive à un tel rejet? Et donc, on a pu analyser aussi que finalement, ces bâtiments, la plupart n'étaient pas arrivés au bout aussi de la qualité qu'ils auraient pu apporter. Donc, par exemple, tous ces bâtiments construits rapidement et où on a des situations intéressantes, mais avec ces petites fenêtres. Et donc, on se disait que peut-être on pouvait aujourd'hui continuer ce travail. Et à l'image d'immeubles de la même époque, mais qui avaient fait ce travail-là, où les architectes avaient fait ce travail-là de modernité et de qualité. Donc ouvrir les murs, créer des balcons, et ça opérait tout de suite une transformation assez radicale qui produisait une qualité de vie bien meilleure. Donc depuis l'intérieur, là où finalement on a ce mur, une petite fenêtre et rien derrière, ouvrir le mur, créer une extension, une grande baie vitrée, et ça change, c'est peu de choses, c'est simple, et ça change assez radicalement la vie à l'intérieur. Travailler aussi le retour des services aussi, des gardiens, les rez-de-chaussée, donc plus accueillants, plutôt que de mettre des grilles, plutôt de dire il vaut mieux des gens qui accueillent. Retravailler les premiers niveaux pour des lieux de travail, souvent les premiers étages ne sont pas les plus agréables pour l'habitation. Créer des services communs pour garder les enfants, le sauna, des machines à laver pour les familles, des lieux de rassemblement et de conférences, des lieux pour cuisiner aussi et pour faire en sorte que les gens trouvent des services communs, mais aussi des occasions de se rencontrer. Et donc, quelques années plus tard, un premier projet qu'on a pu faire à Paris, cette tour donc, qui avait été envisagée à démolir et que finalement la ville de Paris a décidé de garder. Et donc le projet qu'on a proposé sur cette tour était de dire on va la transformer, on ne va pas chercher à la restructurer, à découper des morceaux, à la couper en deux, parce que au fond que ce soit une tour, ce n'est pas ça qui pose un problème. Ce qui pose un problème, c'est est-ce qu'on y vit bien à l'intérieur ou pas. Donc cette tour était d'une qualité, d'une belle architecture quand elle a été bâtie. Et puis les années 80, donc premières interventions pour économiser l'énergie qui n'ont simplement été que des interventions techniques d'isolation par l'extérieur et qui ont au passage dégradé la qualité architecturale. Donc on a proposé de retrouver cette qualité architecturale, de redonner de la lumière, de l'espace, et ceci donc sans déménager les habitants. C'est-à-dire que ces interventions doivent profiter à leurs habitants et non pas les faire partir pour après ramener d'autres habitants. Donc le principe, il était celui-ci, de dire que, au fond, c'est pas intéressant de chercher à restructurer l'intérieur, de travailler petit, ouvrir un morceau de mur, gagner 2 mètres carrés, mais que l'extension, l'agrandissement était la solution techniquement la plus simple, économiquement la plus simple, et qui permettait aussi de donner beaucoup d'air et beaucoup d'extension à ces bâtiments sans toucher leur structure de base. Donc ça, c'était le principe. Donc enlever, apporter un module d'extension. Dans ce cas-là, il faisait entre 2,50 m et 3 mètres, avec la possibilité de remplacer les façades et puis d'enlever les façades de base qui contenaient aussi de l'amiante, parce que l'isolation qu'on avait mise en 80 contenait de l'amiante. Donc de faire ce travail par l'extérieur, d'amener des extensions, donc sachant qu'on pouvait continuer à habiter dedans. Et puis donc à la fin, l'immeuble se trouve
complètement transformé, avec au passage aussi toutes les discussions entre les habitants et leurs propriétaires, un bailleur social, un office d'HLM, pour voir comment, après ces travaux, quel serait le prix du loyer, se mettre d'accord que le loyer après devait rester supportable. À côté de ça, beaucoup d'économies, d'énergie, de maintenance, puisqu'on refaisait beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est aussi des projets qui recréent du lien avec des gens qui ne se parlaient plus parce que les situations étaient dégradées. À Bordeaux, quelques années plus tard, donc profitant aussi de l'expérience de ce premier projet, mais ici sur une échelle beaucoup plus grande, puisque le quartier du Grand Parc est un quartier moderne, donc qui a été construit vraiment aux portes du centre de la vieille ville, qui peut-être quand il a été construit dans les années 60 était pas le plus désiré, mais qui aujourd'hui quand même est bien intégré à la ville. Et donc on devait travailler sur ces 3 bâtiments, 530 logements que la ville aussi avait étudiés, dont la ville avait étudié la démolition et finalement l'avait pas poursuivi parce que pour démolir, il faut d'abord reloger. Et donc reloger 530 familles, ça prend déjà presque 10 ans. Donc il s'était laissé convaincre finalement le maire de la ville que la transformation pouvait se faire. Donc là encore, 530 logements, 530 familles. Et la proposition, là encore, de dire partons de l'intérieur. Il ne faut pas s'attacher à regarder de loin, à regarder une barre comme ça et simplement à 1 kilomètre ou 500 mètres de se dire c'est moche et il faut le démolir. Non, il faut penser à la qualité du logement, à ce qui se passe à l'intérieur. Et donc ce qu'il faut faire, c'est rentrer, c'est aller dedans et voir à l'envers qu'est-ce qui se passe. Et de comprendre en fait que ce qu'on voit à l'intérieur, c'est tout le contraire de ça. C'est 500 familles qui ont donné chacune une qualité, une richesse à l'intérieur, qu'on peut aimer, ne pas aimer, on peut aimer la décoration, on peut la trouver kitsch, mais c'est pas grave, c'est extrêmement touchant. Et tous ces gens-là, en fait, expriment leur attachement à l'espace où ils habitent, même s'ils savent que le quartier peut-être pourrait être mieux, même s'ils savent que leur bâtiment est souvent regardé avec le doigt en disant « Regardez, je ne voudrais pas habiter ici ». Donc on a fait ce travail de visiter les appartements et puis de se dire qu'il fallait les transformer par l'intérieur. Donc là encore, sortir de cet esprit de mur avec des petites fenêtres qui n'offrent absolument aucune possibilité d'aller à l'extérieur, de prendre l'air, d'avoir un espace extérieur à soi et aussi un peu plus d'espace à l'intérieur. Donc on a fait là aussi ce travail d'extension, là encore en site occupé, c'est-à-dire aucun habitant n'a déménagé. On avait quelques logements qui leur permettaient d'aller se reposer la journée quand on faisait trop de bruit dans les logements. Et puis donc ce principe de module construit sur un site à 2 km et que tous les jours, donc 7 à 8 modules étaient construits avec ce principe des fondations isolées, puisque ces extensions ne sont pas supportées par les bâtiments existants, mais elles ont leur propre... et puis donc le principe, les poteaux, attachés à l'étage suivant, et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Et quand on avait quelques étages de montée, on pouvait commencer le travail de remplacement des façades. Donc à partir de là, c'est là que la perturbation avec le logement arrive, et donc l'engagement qui a été pris donc par nous, les architectes, mais aussi avec l'entreprise, c'est que le remplacement de la façade pour un logement devait se faire en 2 journées, pas plus. Et ça a été à peu près tenu presque tout le temps. Donc le premier jour, il y avait la dépose des menuiseries, des allèges. Donc ça, c'était l'état existant. Première intervention, c'est de protéger l'intérieur. Ensuite, de scier les allèges, enlever les fenêtres. Voilà. Le lendemain, l'ouverture est faite. Les cadres des menuiseries arrivent avec les châssis vitrés. Et à nouveau, donc, on peut réouvrir. Et après, il restait donc ces travaux de finition, mais que pouvaient se faire par l'intérieur dans un deuxième temps. Et donc, à la fin, voilà cette transformation. Donc,
Ici, avant, on avait une fenêtre. Maintenant, c'est une grande baie qui s'ouvre sur ce jardin d'hiver qui fait 3 mètres plus 80 cm de balcon, qui la plupart du temps double la surface du logement existant. Et puis à l'intérieur, quelques travaux de refaire les salles de bain, refaire l'électricité. Et très souvent, assez peu de travaux à faire parce que les habitants avaient eux-mêmes refait les peintures, avaient entretenu. Et donc, il y avait un peu quelques travaux à la carte. Et ces travaux, en fait, là encore, faits en site occupé, ont coûté à peu près 50 000 € par logement, là où la démolition aurait coûté 160 000, démolition et reconstruction. Avec des logements à l'arrivée qui offrent à peu près 40 à 50 mètres carrés supplémentaires. La consommation d'énergie divisée par 3, simplement par cet effet des jardins d'hiver, par les nouvelles baies vitrées, quelques ajustements dans la régulation du chauffage, mais pas tellement de technologie, pas plus de technologie, simplement une amélioration de ce qui est là. Et puis là encore, si on analyse aussi le bilan carbone par rapport à la démolition-reconstruction, c'est plus de la moitié qui est économisé en faisant ces transformations. Et puis, pas d'augmentation de loyer à l'arrivée, parce que c'était un engagement de l'office d'HLM qui disait que c'était des travaux nécessaires, qu'ils devaient les faire pour mettre à niveau ces immeubles, et donc à l'arrivée, pas d'augmentation des loyers pour ceux qui restaient dans les mêmes dimensions, dans leur même logement, et il n'y a pas eu de changement de logement. Et donc à l'arrivée, voilà la transformation de ces bars que aujourd'hui tout le monde voudrait habiter ici. Voilà. Et il se trouve que quand il y a eu le confinement, eh bien les gens qui habitaient ici ont été peut-être un peu moins mal que d'autres qui habitaient dans des logements plus petits et sans ouverture, et avec des petites ouvertures. Et puis, pour terminer, on a aussi construit sur le toit une dizaine de logements un peu plus grands, qui manquaient, des typologies de 4 chambres, 3-4 chambres qui manquaient, donc avec des constructions légères, donc qui rappellent un peu la première maison, donc grand jardin d'hiver, et puis le logement qui vient se poser sur les toitures existantes. Construire ou ne pas construire? C'est une question qu'il est important de se poser parce que l'architecture, faire de l'architecture, il faut partir avant, se poser la question avant, et que la construction peut être une solution ou pas, mais avant, il y a un processus de réflexion qui amène à réfléchir là où on est, au contexte, à la question qui est posée, et savoir quelle solution pourrait être apportée. Donc c'était en 1996 à la ville de Bordeaux qui avait décidé d'engager un programme d'embellissement, c'était le mot du programme, des places de Bordeaux. Donc une première place avait été faite en exemple avec beaucoup de remplacements de sol, des bancs, des nouveaux bancs, des fontaines, etc. Et nous, on nous avait demandé de travailler sur cette petite place triangulaire qui n'était pas vraiment dans le centre-ville, mais une place assez charmante. Et on est allé regarder plusieurs fois, on avait 4 mois pour faire ce travail. On est allé là-bas plusieurs fois, regarder les week-ends, la semaine. Et puis, 4 mois après, donc on est revenu devant la commission de la mairie de Bordeaux, avec des élus, l'administration, etc. Et on a dit à la question... comment embellir cette place? Notre réponse est la place est déjà belle, et on a argumenté avec un texte, des photos, et la conclusion était que la place est déjà belle, notre projet c'est de ne rien faire. Construire, presque pas. Ça c'était un peu le sujet au Palais de Tokyo. Donc le Palais de Tokyo c'est un musée au centre de Paris, donc un bâtiment très imposant, très monumental, qui a été construit pour l'exposition universelle de 1937 et qui comprenait 2 ailes, donc le musée d'art moderne de la ville de Paris et le musée national d'art moderne qui, dans les années 75, a déménagé au centre Pompidou.
Et puis la partie nationale, donc, qui était ça au moment du musée d'art moderne, a connu plusieurs programmes, le musée de la photographie, etc., jusqu'au début des années 90 où l'État a décidé de faire un grand projet de rénovation pour y faire un palais du cinéma. Et le projet donc a commencé les études, un concours, les études et une année de chantier. Et après une année de chantier, un jour, le ministère de la Culture a décidé d'arrêter le projet. Et du jour au lendemain, les ouvriers ne sont pas revenus en laissant le bâtiment dans cette situation. Donc les partitions, les plafonds, tout était enlevé à l'intérieur et on retrouvait donc une structure élégante, légère, complètement nue, mais aussi très fragilisée parce que les murs qui la tenaient avaient été enlevés en l'attente de les renforcer. Et le projet, donc le projet du Palais du Cinéma était très ambitieux et là, en fait, la ville voulait faire, l'État voulait faire une installation temporaire d'un centre d'art pour la jeune création. Donc c'est un projet qui devait se faire ailleurs dans Paris avec 3 millions d'euros et donc qui proposait de faire ici alors que ce bâtiment fait 25 000 mètres carrés et que donc certainement que les 3 millions, c'était pas grand-chose. Et donc dans le cadre du concours, on nous a demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et nous, ce qu'on a dit, c'est que l'architecture était déjà là, c'était un musée, donc toutes les qualités étaient déjà là, la lumière naturelle, le parcours à l'intérieur, la dimension des salles, et que finalement la démolition précédente avait révélé des grands espaces qui n'étaient pas connus avant, puisque quand le musée avait été fait, il répondait à des critères beaucoup plus classiques, avec des plafonds translucides, etc. Et là, donc, on le voyait dans sa dimension. Et donc, on a proposé un travail très pragmatique, avec 3 millions, de dire on va commencer par réparer la structure, de ramener l'électricité, réparer les escaliers, les ascenseurs, le chauffage, et puis certainement que là, on aura consommé les 3 millions, mais ce sera assez pour ouvrir les portes à nouveau à des expositions et au public. Et donc, avec ces 3 millions, on a pu faire ça et rouvrir à peu près un étage, plus quelques espaces au sous-sol. Donc ça, c'était en l'an 2000. Le projet devait durer 5 ans, mais comme souvent, le temporaire dure longtemps. Et donc, après 5 ans, l'État a dit on va continuer encore un peu du temporaire. Et à ce moment-là, donc, il y a eu un budget supplémentaire d'une dizaine de millions pour continuer à réparer, notamment les toitures, tout ce qu'on n'avait pas pu faire. Et là, donc, on a pu, dans la même démarche, c'est-à-dire pas chercher à tout remettre à neuf, mais simplement de dire l'espace, il est là, le volume est là. Et chaque exposition, en fait, va créer ses propres conditions à l'intérieur. Ce qui est important, c'est de garder l'espace et de lui donner le maximum de capacité. Et donc, dans la deuxième phase, on a pu ouvrir donc 100% des espaces existants. Et donc, aujourd'hui, c'est toujours un peu du temporaire, mais disons que maintenant, ça fait 20 ans et que le Palais de Tokyo reste un endroit qui marche bien et qui produit tout le temps des expositions assez étonnantes parce que, précisément, cet espace libéré de ses conventions offre beaucoup de liberté aux artistes et beaucoup d'espace pour exprimer des pièces ou montrer des expositions. Donc là, c'était une œuvre de Thomas Hirschhorn. Et après, donc, on a exploité aussi les sous-sols, donc en créant cet escalier qui n'existait pas parce que les sous-sols à l'origine étaient pour les réserves. Mais comme ce n'est pas un musée, il n'y a pas besoin de réserve, donc le public peut aller aussi jusqu'en bas. Et ça crée des espaces intéressants qui permettent notamment de montrer les vidéos et d'éviter d'avoir à obscurcir dans les étages les espaces qui sont largement éclairés par les verrières. Et donc ce travail d'acupuncture qu'on peut voir à travers ces traits rouges, en fait c'était presque poteau par poteau, mètre carré par mètre carré de sol. Les poteaux ne sont pas traités de la même manière, donc il n'y a pas d'uniformisation. Certains avaient besoin de renforcement structurel, d'autres simplement de traitement pour le feu,
d'autres simplement d'être nettoyés. Donc c'est un travail de détail et qui se fait par l'intérieur. Ne pas construire et construire double. Ça, c'était le sujet de ce projet-là. Donc là encore, un centre d'art contemporain qui devait être aménagé dans ce bâtiment qui, en fait, est le dernier bâtiment qui reste d'un chantier naval démoli. Donc il y avait un chantier naval à Dunkerque énorme qui construisait des très gros bateaux et qui a été démantelé dans les années 80. Et seul ce bâtiment est resté parce qu'il avait beaucoup de sens et de signification pour les anciens ouvriers qui avaient protesté contre sa démolition. Et donc, il avait été gardé. Il l'appelait la cathédrale parce qu'à l'intérieur, c'était un grand espace vide. Et c'est là que se faisait le dernier assemblage de bateaux, des pièces de bateaux, avant qu'ils partent vers la mer. Donc, on nous demandait dans cet espace, en fait, de le remplir pour faire un centre d'art avec à peu près 4000 m² de réserve et autant d'expositions. Et donc, quand on connaît la nécessité pour des réserves, par exemple, de contrôler la température, l'humidité, on voyait très vite, en fait, que ce serait difficile à la fois de garder ce vide avec sa beauté et à la fois de le remplir. Donc, on s'est dit, il faut sauver le vide, et on a cherché comment on pouvait quand même faire le projet. Donc, partant de ça, en fait, on a proposé de construire un double, exactement, de la même dimension, qui soit juste à côté, et qui, lui, serait construit pour répondre à tous les critères d'organisation climatique, et qui nous permettait donc de garder le bâtiment existant exactement tel qu'il est, dans son intégralité, avec juste quelques petits travaux d'aménagement. Donc le nouveau bâtiment, en fait, c'est une boîte avec ses réserves et ses espaces d'expo, et puis une grande enveloppe qui reprend exactement la forme du bâtiment existant et qui permet de faire là encore un espace en plus, qui en plus est un espace climatique, et donc qui permet aussi de modifier la relation directe entre des espaces qui sont climatisés, contrôlés, et des espaces extérieurs qui, eux, ont un climat extrêmement variable. Et donc voilà le résultat du projet. Donc l'espace a été gardé et il devient un grand espace d'exposition, donc qui accompagne les espaces nouveaux qu'on a fait à côté. Et ça, c'est le bâtiment nouveau, donc avec d'autres espaces d'expo qui, eux, répondent à des conditions requises de température, etc. Et puis, donc, sur le toit des réserves, cet espace sur le toit, donc, qui est un espace libre, un extra space, qui n'a aucun programme, mais qui devient en fait un des lieux presque les plus intéressants, parce que finalement, beaucoup d'œuvres peuvent être mises là, même s'il n'y a pas une température stable. Et puis surtout, c'est un endroit qui permet de découvrir la mer, le port. Il y a un port industriel encore qui est très, très grand, et toute la ville. Alors bien sûr, peut-être on ne l'a pas expliqué assez, mais tout cet espace en plus, c'est quelque chose qui doit se faire dans l'économie du projet. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace qui doit coûter plus cher. Donc les extensions dans les logements transformés font qu'à l'arrivée, c'est le même budget que celui qu'on nous a donné au départ pour faire une rénovation. Ici, c'est le budget qui a été donné au départ pour créer ce centre d'art. Donc c'est important aussi de gérer à l'intérieur du budget à la fois cette générosité, cette liberté qu'on souhaite donner à des espaces, mais aussi de le gérer dans l'économie et le budget du projet, parce que sinon, eh bien, c'est compliqué de convaincre qu'on peut le faire. Et voilà donc ce projet ici à Dunkerque. Et puis la dernière partie, comment et où et comment construire. Ça, c'était un projet qui nous avait été demandé par la communauté urbaine de Bordeaux pour réfléchir à la façon dont on pouvait envisager 50 000 logements nouveaux dans les 10 ans à venir sur la communauté urbaine de Bordeaux. Donc c'était un projet d'urbanisme qui nous permettait
de mettre en application quelque chose qui nous semble vraiment important, qui est de dire qu'on ne peut pas considérer l'urbanisme de la même façon à partir du moment où on part de la ville existante et où on part des existants. Plutôt que de l'urbanisme et ensuite de l'architecture, il nous semble important de considérer plutôt l'architecture et ensuite l'urbanisme. Donc c'est ce qu'on a voulu expliquer aux 50 000 nouveaux logements. 50 000 nouveaux logements, ce qui veut dire à peu près 55 000 hectares de nature existante. La nature officielle, ce que vous voyez à gauche, celle qui est répertoriée sur les cartes, et la nature réelle, celle qui est celle des jardins, des petites plantes qui poussent un peu partout, dont on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus présente que la nature officielle. 50 000 nouveaux logements, ça veut dire aussi 55 000 hectares d'espaces qui sont déjà organisés, irrigués par des réseaux, par des rues, par des routes. Des voiries, des trottoirs, des égouts, des réseaux d'eau, des réseaux d'énergie qui existent déjà et qu'il n'est pas forcément nécessaire de continuer pour créer des nouvelles zones d'urbanisation, des nouvelles zones de construction. 50 000 nouveaux logements, mais ça veut dire aussi 160 000 logements collectifs existants, 80 000 logements individuels existants, des milliers de situations existantes, 50 000 nouveaux logements, des centaines de situations capables, des situations sur lesquelles, à partir de l'existant, on peut transformer, additionner, superposer, plutôt que de repartir sur des zones urbaines, des tabula rasa que l'on va constituer ou des terrains qui ne sont pas aujourd'hui viabilisés. Le territoire est large, amical, la nature est aisément accessible, elle est suffisamment épaisse ou claire, simulée ou cachée, contrastée et variée, elle est suffisamment irriguée, traversée, utilisée, énergisée, organisée, elle est suffisamment capable pour générer à l'intérieur de ces organisations existantes, en connexion avec ces systèmes, avec ces routes, avec ces rues, avec ces réseaux, sans nouveaux master plans ou schémas d'urbanistes impulsifs et visionnaires, sans formatant, sans créer de boîte à outils, sans la nécessité de couper ou de démolir, sans avoir à démanteler, à refaire, sans perturber. On peut transformer les plus fragiles, les moins appréciées situations urbaines et, dans le même temps, créer 50 000, 100 000, 150 000 nouveaux logements larges, pleine lumière, généreux et durables. Il s'agit de dépenser moins pour faire plus. Donc, ne jamais démolir. On voit ici un immeuble en cours de démolition et la tour Boile-Prêtre. Pour sauver le coût des travaux, 62% de coût des travaux qui est économisé. Pour sauver de l'énergie, 74% d'énergie qui est sauvée. Pour sauver le coût de facilités publiques, 56% qui est économisé. Et pour créer des nouveaux logements et des services. Au lieu de perdre 100, avoir 120,
en réutilisant l'existant. Réduire le chauffage et les coûts de maintenance, réduction de 60%. Ne jamais couper d'arbres. Donner de l'air et de la fluidité. Donner de l'espace et de la lumière. Grâce à un urbanisme de précision délicat au cas par cas, avec une attention spéciale pour les organisations, les différences, les gens, les arbres et les insectes, avec la précision d'une économie urbaine, les pieds sur le sol, les pieds sur terre, pour chaque logement, pour chaque jardin. Libérer les droits urbains et d'usage, faire attention à la maintenance, être attentif à des qualités spéciales, à leurs possibilités. Rendre plus facile l'initiative privée. Permettre, laisser le management public de certaines zones à l'initiative privée. Ouvrir les vues et développer le plaisir d'habiter. Simplement, depuis l'intérieur, depuis les zones d'habitation, avec délicatesse. Un existant au rez-de-chaussée, un appartement existant au rez-de-chaussée, ouvrir la fenêtre et ouvrir sur le jardin. Non, tu vas à l'envers là. Ah, pardon. Offrir l'usage du jardin et contribuer à l'espace public grâce au jardin privé. Un existant collectif, social ou privé, métamorphoser l'appartement existant en donnant plus d'espace, plus de lumière, plus de fluidité et moins de consommation d'énergie. Par des additions généreuses de jardins d'hiver ou de balcons pour chaque appartement et pour chaque famille. Sur le même territoire déjà distribué, créer des nouveaux logements sans consommer de nouveaux territoires. Des espaces abandonnés qui peuvent être divisés en plusieurs lots. Utiliser de larges surfaces qui sont aujourd'hui inutilisées ou distribuées pour vivre et travailler différemment. Petit à petit, en prenant conscience des dimensions, les métamorphoser pour trouver des espaces merveilleux, offrir une variété de façons de vivre, de façons de louer, de façons d'acquérir des propriétés, en profitant de vues extraordinaires et de géographie particulière. Profiter de l'usage libre
comme dans une villa. Profiter d'espaces fluides et généreux. Profiter d'un grand et vrai jardin. Profiter des vues extraordinaires depuis les terrasses et les toits. Profiter des forêts sans les abîmer. Profiter du charme de petites maisons ou bien d'espaces privés et d'espaces intimes. Profiter d'espaces très grands, surdimensionnés. Étendre, additionner, s'adosser, mixer, optimiser, se superimposer, faire ou ne pas faire. Ici, à Bassins, 134 logements existants. Le même appartement à Bassins, 134 logements existants qui sont agrandis, isolés, plus 66 nouveaux logements. Ici, à Mérignac, 272 logements existants. Ici, à Mérignac, 272 logements existants, agrandis, isolés, plus 123 ou 124 nouveaux logements. Ici, dans un contexte urbain à Florac, une vue sur un petit bois, 346 logements existants, 3600 m² de commerce, 628 places de parking. Ici, à Florac, la vue sur le petit bois, 346 logements existants, isolés, élargis, plus 236 nouveaux logements possibles, 3600 m² de commerce, 500 m² de surface nouvelle, 628 places de stationnement, plus 210 places supplémentaires. Ici, à Ambarès et La Grave, 79 logements existants. À Ambarès et La Grave, 79 logements existants, agrandis et isolés, plus 59 nouveaux logements. C'est un principe de transformation. Merci. Merci, merci beaucoup pour la conférence. Bueno, pues tenéis ahora la oportunidad de preguntar. Vous avez maintenant l'opportunité de poser des questions, Podeu fer preguntes si voleu. si vous le souhaitez. Make questions. Now you have the chance. Thank you for your presentation. Merci pour cette I présentation. have several questions, but J'ai plusieurs it's questions, all a big question. mais en tout, So c'est let's une grande say question. that everyone Imaginons wants to que improve their tout le spaces like monde this. souhaite And let's say améliorer that leurs everyone espaces comme has this ceci. budget. Imaginons que tout le monde a Here in le budget pour le faire. Barcelona, Ici, most à of the dwellings or the Barcelone, blocks la have plupart des multiple, logements proprietors, like plusieurs owners, propriétaires. and most of the time, most Et of the la people live plupart there by renting their du spaces, temps, so it's les not personnes actually their own space. sont des locataires, donc ce ne sont How pas les can propriétaires we des espaces. Comment pouvons-nous convince convaincre the landlords of those les spaces propriétaires de that ces it's a espaces good thing to que c'est improve bon these spaces when d'améliorer most of ces the people espaces, living in alors these que la plupart des personnes urban qui areas habitent dans ces zones don't urbaines have the property to do so? sont des locataires. This is I think it is a subject that we never really Il s'agit had to work on. In d'un France, very often, sujet dans lequel nous n'avons pas pu travailler. Enfin, en France, la plupart de ces grands bâtiments, c'est des logements sociaux. Et là, c'est une facilité parce que nous pouvons directement travailler avec un seul propriétaire.
Probablement, c'est plus difficile lorsque vous avez des propriétés privées, avec des différences entre les familles. Mais nous pensons que c'est possible. Il faut toujours être optimiste. Il faut toujours travailler au cas par cas. Parce que nous devons également considérer quel sera le futur, c'est-à-dire si nous ne faisons rien, que va-t-il se passer? Peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, il y aura des situations dans lesquelles peut-être la seule solution sera la démolition. Donc si nous voulons éviter ces situations-là, une situation de démolition qui va beaucoup coûter, nous pouvons essayer de trouver des solutions avant. Et je pense que c'est très important. Des fois, je pense qu'en tant qu'architecte, nous pouvons aider à trouver des solutions, mais c'est étrange parce que ces exemples d'addition que nous vous avons montrés, eh bien, nous avons été très surpris récemment parce que nous sommes allés à Tbilissi, en Géorgie, et nous avons constaté qu'à partir de bâtiments construits dans les années 70 sous l'Union soviétique, des résidences privées, ils ont trouvé la manière pour créer ces extensions par eux-mêmes, avec des matériaux très difficiles, très mauvais, construits sur 5 ou 6 niveaux. Mais voilà, ils ont créé ces additions, peut-être avec pas beaucoup de sécurité, mais les personnes ont trouvé la possibilité de faire ceci. Et peut-être toutes les personnes ne voulaient pas commencer en même temps. Des fois, il y avait des personnes qui faisaient cette addition 2 ans ou 3 ans après, mais ils les ont fait avec les mêmes dimensions et c'est vraiment incroyable. Donc, je pense que chaque situation est différente. Même en France, au nord de la France, la situation est différente au sud de la France, en Espagne. Mais ce qui est important, c'est la possibilité d'imaginer. Il faut qu'il y ait des architectes qui imaginent ceci dans tous ces endroits. Et il n'y aura jamais la même réponse, mais il y aura toujours une réponse possible. Ça, c'est sûr. Je dirais que probablement les villes et les élus pourraient avoir une plus grande influence parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ici, mais je sais qu'en France, il y a beaucoup d'argent qui vient d'Europe pour la reconstruction après la Covid. Et il y a beaucoup d'argent qui est donc alloué à la rénovation des maisons. C'est un montant très grand. Je pense que c'est 30 000, 40 000 euros par appartement, mais en fait, par logement. Mais en fait, les villes et les élus, probablement à cause d'un manque de vision, ils donnent de l'argent, mais sans de conditions fortes. Ils pourraient demander plus en échange de cet argent. Mais aujourd'hui, voilà, ils disent vous pouvez dépenser 40 000 en faisant un mauvais isolement, des fenêtres en plastique. Pourquoi? Pour le même montant, on pourrait trouver mieux. Donc, en général, c'est un problème dans tous nos pays. Aujourd'hui, les élus ont complètement abandonné toutes ces visions et toutes ces ambitions concernant la qualité des logements. Oui, parce que j'ai parlé avant des propriétaires privés, mais une fois, ou 2 fois, ou 3 fois, il y a eu des personnes qui nous ont fait la demande, les projets ne se sont jamais réalisés. Mais nous avons constaté que souvent il y a des associations de personnes qui vivent dans des résidences privées qui ont été intéressées à ces projets. Et souvent, ils disent, par exemple, la municipalité ou l'État nous demande de faire des travaux chers dans le domaine de l'énergie, de l'isolement, etc.
Et ces propriétaires disent, nous voyons que votre proposition peut être plus intéressante qu'une proposition traditionnelle d'isolement. Parce que si nous donnons plus de valeur à notre appartement, eh bien, ce sera quelque chose aussi de bénéfique pour nous, pour le louer. Donc voilà, c'est quelque chose que nous pouvons considérer. Dans ce contexte des villes smart et tout ceci, eh ben, je pense qu'à un moment donné, nous pouvons avoir ce type de discussion aussi pour voir si c'est possible ou pas. Pour éviter la démolition, mais voilà, faire ces extensions. Et c'est clair que c'est aussi une question économique. En France, considérer les démolitions, cela veut dire qu'il y a un bâtiment que vous allez démolir, donc vous allez perdre un bâtiment et après vous devez en reconstruire un autre. Donc à la fin, vous en avez toujours un. Mais si vous transformez, cela veut dire que vous avez un bâtiment, vous rajoutez 50% et à la fin, vous avez 150%. Vous dépensez moins, vous démolissez moins ou rien et vous rajoutez plus de choses à la fin. Oui, ceci demande également un changement de stratégie. Les stratégies urbaines, souvent, même maintenant, considèrent des zones grandes. C'est comme si on devait faire la même chose dans une zone. Alors que ce que nous avons montré ici, c'est une stratégie de cas par cas, bâtiment par bâtiment. Donc de ne pas appliquer la même solution pour tout le quartier, pour tout le district, mais avoir une approche au cas par cas. Somebody? Yeah. Okay. Hi. Bonjour. Y a-t-il des négociations avec les gouvernements lorsque vous devez rajouter des mètres carrés dans vos projets? Je ne sais. Enfin, je suis de Monterrey, Mexique, et maintenant il y a une explosion. Il y a beaucoup de nouveaux bâtiments. Donc la question c'est, est-ce que vous négociez avec les gouvernements lorsque vous devez rajouter des mètres carrés? Oui, voilà. C'est pour cela qu'il est important de dire qu'il faut avoir une approche au cas par cas. Parce que des fois, on a encore le droit de construire. Des fois, on ne peut pas. C'est pourquoi il est important de considérer chaque bâtiment de manière individuelle. Et jusqu'à maintenant, nous avons pu faire peu de projets de cette manière parce que il est vraiment difficile de convaincre et de faire ceci comme ça. Et en fait, nous n'avons jamais été bloqués par les réglementations urbaines des municipalités. Par exemple, la tour à Paris, nous avons pu faire des extensions sur 3 côtés, mais sur le 4e côté, nous n'avons pas pu les faire parce que nous étions trop près de la limite de la propriété. Nous n'avons pas fait les extensions de ce côté-là. Mais je dirais que le blocage n'est pas là, mais surtout, c'est un blocage dans les attitudes et les visions et les ambitions aussi. Oui, ce qui est surprenant, c'est que dans ce processus de transformation, on peut créer des capacités supplémentaires qui sont pratiquement invisibles à l'échelle urbaine. Lorsque vous rajoutez 2 mètres, 3 mètres,
sur les marges du bâtiment. On ne voit pas ça sur les plans urbanistes, mais des fois, il faut faire attention aux limites. Mais oui, la plupart du temps, c'est une extension qui est pratiquement invisible. Mais à l'échelle du logement, ça fait vraiment la différence. Et ça, c'est très important. La possibilité de construire en dessus quand c'est possible, respecter les recommandations, bien sûr, mais vous voyez, vous pouvez trouver cet espace extra complémentaire sans construire de nouvelles rues, de nouveaux services. Il y a un autre projet que nous n'avons pas montré à Saint-Nazaire. Il y avait une tour avec 40 appartements. La première étape a été de réparer et d'élargir les 40 appartements existants sur 10 niveaux. Mais après, nous avons vu qu'il était possible d'accrocher 2 autres bâtiments et créer 40 nouveaux appartements. Cela veut dire que pratiquement dans le même territoire, on peut doubler le nombre d'appartements sans créer de nouveaux réseaux ni de nouvelles rues, tout simplement en réutilisant ce qui existe déjà. Ceci donne déjà beaucoup de possibilités. Et bien sûr, il ne faut pas acheter un autre terrain. Oui, l'une des questions, c'est savoir quel est l'état de ces espaces, parce que ce n'est pas à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. Par exemple, il y a 10 ans, lorsque nous avons demandé la permission de construire sur ces espaces-là n'étaient pas soumis à des taxes, mais maintenant, peut-être les villes ont vu qu'elles ont cette possibilité d'avoir de l'argent, et maintenant, ces espaces ont changé. Ils ont changé les règles pour calculer la surface, et maintenant, ils ont changé le statut. Et maintenant, dans certaines villes, il faut payer des impôts par rapport à ces espaces. Donc, probablement, comme tout ce qui est nouveau, des fois, on retrouve des problèmes qu'on n'avait pas envisagés avant, mais petit à petit, on voit tout ça, et souvent, si le client souhaite le faire, eh bien, souvent, on peut trouver une solution. Merci. Merci beaucoup et félicitations pour avoir cette capacité d'inspirer les décideurs politiques. Ma question est la suivante. Que s'est-il passé avec cette belle place à Bordeaux? Est-ce qu'ils l'ont laissée telle quelle ou est-ce qu'ils l'ont changée? Je pense qu'il y a de cela 30 ans, plus ou moins. Donc je pense que des fois ça varie. Des fois ça va, des fois ils installent des pierres pour éviter que les gens stationnent sur la place, etc. Mais probablement, c'est plus la question de se dire, lorsque vous travaillez de cette manière, eh bien, ceci concerne aussi la responsabilité. Il ne s'agit pas toujours de faire des choses. Il faut aussi considérer l'intervention des personnes. Il est important, des fois, de réactiver les esprits, les règles, les idées, parce que sinon les projets sont oubliés. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'il y a un petit risque d'échec qu'on ne devrait pas le faire. Oui, c'est assez curieux parce qu'il y a 3 jours, nous avons reçu un email d'un collègue espagnol qui était sur un banc sur cette place et nous a envoyé une photo et ils nous ont dit bonjour Anne et Jean-Philippe, c'est un bel espace. Oui, mais c'est clair, lorsque l'on conçoit un projet, il y a toujours cette question du risque qu'il faut évaluer. Par exemple, souvent, si vous
proposer donc des jardins et des balcons aux clients, eh ben, vous pouvez trouver des clients qui disent non, mais je ne suis pas sûr que ceci va marcher parce que les personnes vont garer leur vélo, ils vont profiter de cet espace pour stocker des choses. Oui, peut-être une personne ou deux vont faire ça, mais c'est pas pour ça que vous allez éviter que les autres personnes aient de meilleurs espaces. Donc, il est important que l'architecture soit toujours généreuse plutôt que restrictive. Far away. Hi, first of all, thanks for your amazing Merci lecture. pour cette présentation incroyable. My question is, Ma question where I come from, est la we suivante. already have a Dans mon lot of pays, extension. nous avons déjà fait beaucoup d'extensions Unsafe and bad for health, but they achieve their purpose. They give the Mais owner a storage room or a place to rent nous to other people. avons déjà offert cette possibilité à beaucoup de personnes. In this situation, what Donc, dans cette situation, d'après vous, que pourrions-nous faire make people pour think that we should do over? pour évoluer? I think the important point Je pense que le point important, c'est que nous devons in architects. faire confiance aux architectes. You, during your studies, Pendant vos études, pendant votre travail, experiment and you work on precision, delicacy, travaille avec précision, avec generosity, de la délicatesse, avec de la générosité, avec de la sensibilité. Cela veut dire qu'on arrive sur un endroit et vous pouvez parler aux personnes, vous pouvez voir quelles sont leurs questions, quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qui marche bien, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui ne va pas. Et ça, c'est une recherche. Et nous tous, en tant qu'architectes, nous pouvons faire ceci. Ce qui est important, c'est que les autorités sachent que les architectes sont capables de faire ceci. Tout comme, c'est comme si on était les médecins de la ville ou les médecins des logements, des parcs, des espaces. Mais partout, c'est différent. Il n'y a pas... Peut-être nous pouvons apprendre des choses, nous pouvons avoir des expériences différentes, mais nous devons toujours nous réadapter aux endroits spécifiques, au climat spécifique, aux personnes spécifiques, au style de vie spécifique. Mais je suis complètement sûr, qu'il y aura toujours une réponse qui sera extraordinaire et qui va faire que la vie et la ville soient extraordinaires. Donc, il faut plus de confiance. Il faut faire confiance au travail et à l'énergie des architectes. Je pense que ce que vous avez décrit, probablement, vous ne pourrez pas trouver une solution générale, mais peut-être vous pourriez trouver un ou deux ou trois cas pour qu'aprrait vous puissiez convaincre les autres propriétaires pour changer la donne, pour faire les choses différemment. Parce que souvent, il vaut mieux de faire quelque chose plutôt que de changer de manière trop générale quelque chose. Par exemple, dans le projet que nous avons montré, nous travaillons dans ce domaine depuis 25 ans et finalement nous avons réalisé 2 ou 3 projets, ce qui est très peu. Mais ces projets, comme ils ont été faits, ils sont importants parce qu'ils apportent quelque chose, ils contribuent. Donc une solution pourrait être ça, justement, essayer de trouver un endroit ou 2 endroits dans lesquels vous pourriez faire ce travail de transformation pour changer la qualité, pour changer la situation. Et à ce moment-là, ceci pourrait être un bon exemple qui pourrait
peut-être vous aider à changer quelque chose. Oui, mais je pense que c'est une recherche continue. C'est une curiosité continue. Pour revenir sur le sujet du début, maintenant nous avons par exemple un projet en Arabie, au nord du pays, un climat très sec, très chaud, et nous sommes en train de créer une résidence dans un oasis, dans un jardin, et nous voulons avoir des palmiers, des orangers, etc. Et nous savons que la station météorologique se trouve à l'aéroport, qui se trouve à 50 km de cette ville. Mais nous disons, si nous voulons créer un jardin extraordinaire, si nous voulons avoir des résidences dans ce jardin, on n'aura pas le même climat. Quel sera le climat de ce jardin? Et nous avons commencé à faire des recherches parce que là, il fait frais. Et pourquoi à l'extérieur, il y a 40 degrés? Pourquoi lorsque nous sommes sous les palmiers, sous les orangers, ça va, c'est frais. On se sent bien. Quand on fait des mesures très précises, la température de l'air, 40 degrés. Et après, nous connaissons la température des feuilles, des orangers ou des palmiers. C'est incroyable. La température des feuilles est 10 degrés moins. Et lorsque vous avez des milliers et des milliers et des milliers de feuilles, ceci va changer le climat. Et vous n'avez plus le climat standard de l'aéroport, mais c'est ce climat spécifique. Donc voilà, la précision est essentielle. Merci. Merci pour ces leçons tellement inspiratrices. C'est très motivateur. Voilà, de nous concentrer sur ce qui est possible. Nous avons ici beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes professionnels, des professionnels qui travaillent depuis longtemps aussi, et je pense que vos suggestions sont très importantes pour nous tous. Donc merci, un grand merci. Merci beaucoup pour être venu.